Alors, laissez-moi switcher sur une interface. Voilà, je suis dans un tenant. Je vais le rafraîchir pour être certain de ne pas avoir perdu la session pendant mon explication PowerPoint. Voilà, donc on se retrouve dans une interface Acronis. Il y a beaucoup de choses dans l'interface Acronis. Je tombe d'abord sur un tableau de bord dans lequel j'ai différents éléments. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui durant ce webinaire, il va falloir que je rajoute mon tenant Office 365 pour pouvoir le sauvegarder. Pour faire ça, c'est très simple, je vais dans mes devices et je fais tout simplement ajouter. Quand je fais ajouter dans mes devices, il va me demander le type de device que je souhaite ajouter pour le protéger. Ça peut être des stations de travail, Windows Mac, ça peut être des serveurs, Windows Linux, des téléphones portables, Android ou iOS, des zones de virtualisation. Il y a plein de choses dans l'environnement, mais ce qui nous intéresse est ici. Je vais pouvoir rajouter mon tenant Office 365. Pour le rajouter, ça prend très exactement 10 secondes. Je clique sur Microsoft Office 365. Ça switch l'interface sur les SSO de Microsoft. Je vais mettre mon compte admin de mon tenant. Je vais avoir un pop-up derrière qui me demande d'accepter qu'Acronis fasse mon backup. Bien évidemment, je l'accepte. Et une fois que c'est accepté, eh bien, automatiquement, l'interface va revenir sur le tenant Acronis dans lequel on aura rajouté automatiquement une catégorie ici qui est Microsoft 365 dans lequel je vais voir se populer différents éléments de mon tenant. Donc, qu'est-ce qu'un tenant Office 365? Tout d'abord, ce sont des utilisateurs au sens Microsoft. Des utilisateurs au sens Microsoft, je rappelle, c'est deux choses. C'est un Exchange Online qui est lié à un utilisateur et c'est un OneDrive qui est lié à un utilisateur. Donc ici, je vais voir mes différents utilisateurs et ce que je protège de mes utilisateurs. Ça peut être leur boîte mail, ça peut être leur OneDrive, ça peut être les deux. Donc je vois ici, bien, dans mon tenant, j'ai protégé l'intégralité de mes utilisateurs. Ils sont tous en OK, ils ont tous été sauvegardés. Je vais également voir l'intégralité de mes sites Teams. C'est ce que j'ai ici. Vous voyez que j'en protège une partie et pas l'autre. Je vais voir mes sites SharePoint. C'est ce que j'ai ici. Pareil, je vais le classer par ordre de statut. Je protège une partie de mes sites Teams et pas une autre partie. Donc vous voyez que je peux tout protéger ou protéger une partie. Le cas échéant, s'il y a des dossiers publics, eh bien, vous les verrez ici. J'en ai pas dans mon environnement de démo Microsoft. Et puis également, si vous avez des groupes, aussi bien, j'entends, des emails de groupe que des SharePoint de groupe, eh bien, je peux les voir ici et le cas échéant, je peux les protéger. Alors, comment je fais pour protéger un environnement? Imaginons que je veuille protéger, on va prendre un site SharePoint. Imaginons que je veuille protéger ContOSOWorks. Eh bien, je clique dessus et je fais tout simplement backup. Il va me demander si je veux lier ce site SharePoint à un plan de backup que j'ai déjà. Donc, je pourrais le rajouter à ce plan de backup ou à ce plan de backup. Ou alors, je pourrais créer ici, en faisant Create New, un nouveau plan de backup. Donc, il me dit quel est le site SharePoint que je veux protéger. Est-ce qu'il y a des fichiers en particulier? On pourrait dire que je ne veux pas protéger l'intégralité de tous les bibliothèques de ce SharePoint, mais certaines bibliothèques. Je peux inclure, si je souhaite ou pas, les OneNote qui sont liés à ce SharePoint. On backup forcément dans le cloud, rappelez-vous, c'est du cloud à cloud. La planification de backup chez nous est figée, c'est une fois par jour. On ne peut pas, aujourd'hui, au moment où on se parle, sauvegarder plus d'une fois par jour, mais ce n'est pas une demande client que l'on a à l'heure actuelle. Vous mettez la rétention que vous souhaitez. Ici, je n'ai pas de limite de rétention. Je peux même mettre infini si je souhaite. Donc, aucune limite de rétention, ou je peux mettre des délais de rétention qui sont extrêmement longs, donc pas de problème de ce côté-là. Et puis, si je souhaite, je peux rajouter un chiffrement qui va être mon chiffrement. C'est de l'AES entre 128 et 256 bits. Donc, vous allez pouvoir rajouter un chiffrement qui vous permet d'avoir un chiffrement de vos archives. Attention, quand on parle de chiffrement, ça ne veut pas dire que si cette fonction est off, le système n'est pas chiffré. C'est un système qui respecte les réglementations RGPD. Je rappelle que RGPD impose à avoir l'intégralité de toutes les interconnexions réseau chiffrées. C'est notre cas dans notre solution, et de tous les stockages chiffrés, c'est le cas dans notre solution. Le chiffrement dont on parle ici, c'est un chiffrement complémentaire, un petit peu comme un mot de passe d'une archive zip, si je prends un raccourci, qui permet d'avoir un chiffrement complémentaire sur vos archives de backup, et donc d'avoir la garantie que seul le possesseur du mot de passe de cette archive sera en capacité de le browser et de le restaurer. Attention à ça, on n'a pas de backdoor. Si vous perdez votre mot de passe, vous perdez vos archives, il faudra malheureusement les recommencer. Le résultat de ça, c'est dans Management ici, si je vais dans Cloud Application Backup, j'ai l'intégralité de mes plans de backup avec, par exemple, ici, la sauvegarde de mon Teams et de mon OneNote. Si je regarde ce plan, il sauvegarde le site
et Remote Living avec OneNote à destination du cloud 1 fois par jour et avec cette rétention et je ne chiffre pas cette archive. Le résultat de ça, c'est forcément des backups. Je vais les voir dans mes backup storage, dans mes stockages de backup. J'ai ici le cloud dans lequel je vois l'intégralité de tous mes utilisateurs avec chacune de leurs données qui ont été sauvegardées. Je vois la taille de mon backup, je vois le nombre de rétentions qu'il y a dans le backup, etc. Si je souhaite, par exemple, je ne sais pas, je dois avoir un utilisateur, je suppose, qui s'appelle Irvine, je cherche Irvine, mon utilisateur Irvine, je vois que j'ai deux backups. J'ai un backup ici qui est représenté par ce petit logo et qui est également indiqué ici, qui est sa boîte email. J'ai également ici, et c'est écrit ici, un OneDrive qui est représenté par ce petit logo. Si je souhaite restaurer la boîte d'Irvine, je clique tout simplement dessus. Je lui demande de me montrer les backups. Je vois l'intégralité de tous les plans de backup, le dernier datant d'hier à 14 heures. Et je peux venir restaurer ce qui m'intéresse. Ça peut être toute la boîte mail d'Irvine, ça peut être que certains emails, ou ça peut être tout simplement downloader un fichier PST pour archiver ou restaurer en local en donnant ce fichier PST à Outlook, la boîte email d'Irvine. Si je vous donne, par exemple, le fait de restaurer un email donc granulairement dedans, je clique tout simplement sur Recover Email Message et on me montre la boîte d'Irvine telle qu'elle était le mercredi 6 juillet à 14 heures, c'est-à-dire hier, et je pourrais potentiellement choisir n'importe quel point de restauration ici dans les dates de ma rétention. Vous voyez que j'ai juillet, juin et mai, je peux remonter jusqu'à mai. On me présente ici la boîte d'Irvine telle qu'elle était, donc au 6 juillet à 14 heures. Je peux venir dans son inbox, récupérer n'importe quel mail et venir le restaurer, soit en PST, soit restaurer directement dans sa boîte mail. Quand on parle de restauration ici, je peux venir restaurer de plusieurs manières. Je peux venir restaurer directement dans la boîte d'origine, dans son emplacement d'origine. Donc, en l'occurrence, j'ai choisi un mail qui est dans la boîte d'Irvine et dans son inbox. Je vais donc restaurer dans la boîte d'Irvine et dans son inbox. Je pourrais également choisir de restaurer dans la boîte d'Irvine, mais dans un répertoire différent que je vais pouvoir browser et choisir ici. Donc ici, on va me montrer l'architecture de la boîte d'Irvine telle qu'elle est dans le tenant Office 365. Et je pourrais venir ici, restaurer dans son inbox, dans d'autres types de boîtes. Je pourrais même, le cas échéant, venir dans la boîte d'Irvine et créer un nouveau folder que je vais appeler Restauration, par exemple. Donc, je pourrais créer un nouveau folder Restauration et potentiellement, je pourrais restaurer dedans. Je crois que j'en avais fait un. Oui, j'ai un folder Restore ici que j'avais créé. Je pourrais venir restaurer cet email dans le folder Restore d'Irvine. Et ici, je restaure dans la boîte d'Irvine dans un répertoire particulier qui s'appelle Restore. Je pourrais également faire des restaurations un peu plus croisées. Par exemple, je pourrais dire, je veux restaurer dans une autre boîte mail. Et ici, je vais avoir la liste de toutes les boîtes mail dans ce tenant Office 365. Donc, je pourrais restaurer le mail d'Irvine dans la boîte d'Adèle, ici. Et de la même manière, dans le pass d'origine, dans la boîte d'origine, c'est-à-dire le inbox, mais ce coup-ci d'Adèle, ou de la même manière, Custom Location, Browse, et je vais voir la boîte d'Adèle, et je pourrais créer des répertoires ou sélectionner un répertoire en particulier. Par exemple, je pourrais restaurer dans Files, et automatiquement, cet email va être restauré dans la partie Files d'Adèle. La restauration chez nous est toujours un process qui est prioritaire. Donc, sachez que c'est toujours le process le plus rapide. On considère que la restauration est le plus critique que le backup, et c'est un process qui passe avant n'importe quel job côté cloud. Ce que je viens de vous montrer en termes de restauration, c'est la même chose pour tout. Je vais filtrer, je vais enlever mon filtre. Ici, vous voyez que j'ai du OneDrive avec ce petit logo, et ici, par exemple, j'ai du SharePoint. Je pourrais donc, de la même manière, sélectionner un SharePoint, afficher les différents types points de rétention et restaurer mon SharePoint. Ici, je pourrais choisir, par exemple, un Teams, et je pourrais prendre n'importe quel point, imaginons que je prenne celui du 3 juillet, et je peux restaurer mon Teams, que ce soit les canaux de discussion, l'intégralité de tout le Teams, ou simplement des emails liés à ce Teams, en tout cas à la boîte email de ce Teams, ou le site SharePoint lié à ce Teams. Donc je vais pouvoir choisir ce que je veux restaurer. C'est la même chose tout le temps de la même manière.